Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à une nouvelle émission. Votre émission, c'est celle à laquelle vous êtes désormais habitués. C'est Prime Actu DMV. C'est la plateforme qui ouvre le micro à tous les ressortissants africains installés ici aux États-Unis. Et quand on parle de ressortissants africains, c'est ressortissants africains issus du continent et issus aussi de la diaspora. C'est pour cette plateforme qui mélange tous les acteurs de la société africaine aux États-Unis et généralement dans toute l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir, le très grand plaisir de recevoir parmi nous euh, quelqu'un qui travaille dans l'un des points les plus sensibles de la communauté afro ici aux États-Unis, c'est dans le domaine de l'immigration. Elle est avocate spécialisée dans le domaine de l'immigration, admise au barreau de New York. Elle est l'une des figures les plus en vue en ce qui concerne les procédures d'immigration dans le DMV et désormais, elle sera plutôt du côté de l'État de New York où elle a été admise. Et c'est un très grand plaisir pour nous de la recevoir. Elle est manager de la boîte Kasai Legal LLC basée à Silver Spring dans l'État du Maryland. Elle, c'est Laetitia Boussandois. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Jean-Jules. Comment Et vas-tu? très bien, ça va très bien. Et au nom de toute l'équipe de Prime Actu DMV, c'est un énorme plaisir pour nous déjà de vous recevoir. Quand on a dit aux téléspectateurs qu'on allait recevoir une qui est admise au barreau de New York, tout le monde était genre, waouh, stupéfait. Ils étaient genre, qui est Laetitia Bassondois? C'est la première question. C'est comme ça que nous commençons l'émission. Merci beaucoup Jean-Jules. Je suis vraiment très ravie et très honorée le plaisir est partagé. D'être ici. Laetitia Bassondois, c'est une avocate. Je suis avocate inscrite au barreau de New York, originaire de la République démocratique du Congo. J'ai émigré ici aux États-Unis, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et je pratique essentiellement dans le domaine d'immigration. Moi-même, j'ai expérimenté les obstacles et les difficultés liées aux problèmes de séjour ici aux États-Unis. Après avoir été inscrite au barreau, j'ai décidé d'aider la communauté et d'apporter un plus sur le domaine de l'immigration. Voilà. Et quand vous arrivez aux États-Unis, Laetitia, on sait quand même qu'aux États-Unis, il y a des mastodontes, si on peut le dire, en matière de cabinet d'avocats spécialisés dans l'immigration et tout ça. Comment est-ce que vous arrivez finalement à trouver votre voie? Eh bien, ça a été très, très long. Ça m'a pris quelques années, mais j'ai, sur mon chemin, rencontré des très bons mentors avec qui j'ai travaillé, des très, très grands avocats d'immigration ici. J'ai travaillé dans quelques cabinets à DC et dans le Maryland, et ce qui m'a permis aussi d'étendre ma connaissance sur le domaine de l'immigration. Donc, en résumé, je suis l'une des chanceuses qui a pu travailler avec des gens expérimentés, des avocats comme Daniel Beach, comme Edwin Fogam et j'en passe. J'ai également aussi été volontaire dans des organisations comme Catholic Charities. Tout cet ensemble a permis que je puisse avoir une bonne approche du domaine où j'exerce. D'accord. Et aujourd'hui, un des plus gros casse-têtes de l'immigration au niveau des États-Unis, en ce moment, on suit toutes les informations, on sait que le flux de réfugiés, il est énorme au niveau de la frontière. Et tout récemment, sous le feu de l'actualité, on a par exemple en Afghanistan, avec les talibans qui ont repris le pouvoir, et on annonce des milliers, sinon des centaines de milliers de réfugiés afghans qui vont arriver aux États-Unis. Et la question que généralement on se pose, c'est
quelle est la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Parce que des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux, on ne sait pas qui est le réfugié, qui est le demandeur d'asile. Alors, merci beaucoup pour la question, Jean-Jules. C'est vrai que c'est une question très complexe et même certains avocats, des fois, on est un peu confus par rapport à cette différence parce qu'elle implique une certaine technicalité. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer d'élucider. Allons-y. Alors, la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile, essentiellement, c'est tout demandeur d'asile est réfugié, mais tout réfugié n'est pas demandeur d'asile. Voilà, ça c'est en résumé. Un réfugié, c'est toute personne qui craint une persécution, qui craint d'être persécuté à cause de sa race, à cause de sa religion, son opinion politique euh, ou son appartenance à un certain groupe. Euh, et essentiellement, selon la loi américaine, les réfugiés sont ces individus qui sont en dehors du territoire américain et qui manifestent leurs craintes et qui ne peuvent pas être protégés par leur pays de résidence ou leur pays d'origine. Par contre, les exilés, les demandeurs d'asile, sont ceux qui sont sur le territoire américain et qui font une demande à partir du territoire américain. Donc, en gros, le réfugié, il est hors du territoire américain et le demandeur d'asile, il est sur le territoire américain. Oui, ça c'est Si on vraiment en peut essayer de résumé. résumer comme ça de façon assez profane, si je peux le dire. Voilà, exactement, parce que les deux procédures sont différentes. Il y a la procédure pour obtenir le statut de réfugié qui se fait sous pratiquement le droit international. Et il y a la procédure pour obtenir le statut d'asile ici aux États-Unis qui se fait essentiellement sous le droit américain. Et parlons de procédure, justement. Là, vous relevez un point qui est super important. Parlant de procédure, si quelqu'un, par exemple, il souhaite, je sais pas, avoir un statut de réfugié aux États-Unis, c'est quoi la procédure? Il se rend dans une ambassade américaine, il demande, je sais pas, à devenir réfugié. Est-ce qu'il y a un type de visa spécial pour des réfugiés? C'est quoi le processus? C'est déjà, ça ne passe pas essentiellement par l'ambassade américaine, par les ambassades américaines. Oui. En résumé, le début de la procédure pour avoir un statut de réfugié, lorsqu'on est en dehors des États-Unis, c'est vous devriez être référé par certaines organisations, Oui. Certaines organisations internationales comme le HCR, ou par certaines organisations non gouvernementales qui sont accréditées par le gouvernement américain. Après cette référence, vous êtes référé au programme américain chargé des réfugiés. Ils vont vous évaluer et vous recommander au bureau des migrants. Les bureaux des migrants, le bureau américain des migrants a des bureaux en dehors des États-Unis également. Et c'est ce bureau qui va procéder à votre étude du dossier. Ils vont vous interviewer, ils vont s'assurer que vous êtes qualifié pour une relocation ici sur le territoire américain. Et ce bureau va vous accorder le statut de réfugié et vous renvoyer vers l'ambassade pour commencer la procédure d'entrée sur le territoire américain.
D'accord. Donc, vous avez parlé du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, je pense que c'est ça. Et donc, Oui, oui. une fois que vous avez toute la procédure qui a été suivie de bout en bout et que vous obtenez ce sauf-conduit qui vous permet de vous relocaliser sur le territoire américain, vous arrivez sur le territoire américain et vous avez votre famille qui est restée au pays. Comment est-ce que vous faites pour que votre famille vous rejoigne? Et dans le cas où votre famille devrait vous rejoindre, le cas échéant, est-ce qu'il y a une sorte de limitation d'âge? Parce qu'on entend généralement les gens qui disent des enfants, ils ne doivent pas être âgés de plus de 18 ans, plus de 17 ans, plus de 20 ans. C'est quoi l'information même? Est-ce qu'il y a une sorte de limitation sur l'âge quand on veut faire une sorte de regroupement familial à travers le statut de réfugié? Oh, oui, il y a une limitation d'âge. Je vais commencer par répondre au comment ça se fait. Normalement, un réfugié d'avoir sa famille immédiate, ça veut dire les époux, le conjoint, la conjointe, les enfants, pour certaines raisons, euh, ils n'ont pas eu la possibilité ou l'opportunité de le faire. Lorsqu'ils arrivent ici, ils ont deux voies. La première voie, c'est celle de faire une demande auprès du bureau chargé des migrants qui s'appelle USCIS. Ils vont faire une demande, ils doivent faire leur demande en déant 2 ans de leur arrivée ou de l'obtention de leur statut de réfugié. Et après avoir fait la demande, la demande est renvoyée au consulat américain qui est en charge du pays où sont situés les membres de la famille. Et puis, c'est à partir du consulat qu'ils vont faire une demande d'entrée sur le territoire américain. S'ils n'adoptent pas cette voie-là, ils peuvent adopter une autre voie, c'est celle de faire une déclaration sous serment et de reconnaître la relation ou d'attester de leur relation avec les membres de leur famille. Et dans ce cas-là, la procédure passe par le bureau chargé des réfugiés. Donc, c'est une procédure similaire à celle qu'ils ont faite, ben, c'est un peu plus court. Dans les deux cas, comme je disais, ceux qui sont éligibles, ce sont les conjoints ou conjointes, les enfants de moins de 21 ans qui sont célibataires, et pour les couples homosexuels qui n'ont pas le droit de se marier selon la loi de leur pays d'origine ou de leur pays de résidence, il y a aussi une avenue pour eux. Une fois maintenant que on est réfugié, on est arrivé aux États-Unis, on a compris que toute la procédure, ça passe par le bureau des réfugiés, le bureau américain et un ensemble d'organisations. Et qu'est-ce qui diffère finalement le réfugié du demandeur d'asile en matière de procédure? En matière de procédure, le demandeur d'asile, il a deux différentes procédures qu'il peut entamer selon son statut, selon la façon dont il est entré dans le pays. La première procédure, c'est d'envoyer une demande d'asile auprès du bureau d'asile. Le bureau d'asile, c'est un bureau qui est sous le bureau américain qui s'occupe des migrants. Un demandeur d'asile a 1 an à partir du moment où il est entré sur le territoire américain. Il a 1 an pour faire sa demande d'asile.
Et il y a des cas où les demandes d'asile sont faites devant un juge. Et ces cas sont essentiellement des demandes qui sont faites soit comme un moyen de défense, ça veut dire si vous vous retrouvez en procédure de déportation, vous pouvez commencer une demande d'asile comme un moyen de défense. Ou encore, sans avoir les papiers nécessaires, ça veut dire un visa ou un droit d'entrée. Vous passez par une procédure qui va du bureau d'asile, qui examine les faits que vous racontez pour voir si vous avez une crainte, s'il y a une possibilité que vous soyez en danger si on vous retourne dans votre pays. Et le bureau d'asile, après avoir fait cette évaluation-là, ça, ce n'est pas une interview, donc j'appellerais ça interrogatoire. Après cet interrogatoire-là, vous êtes référé chez un juge pour que vous fassiez votre demande d'asile devant un juge. Et donc, procédure, demande d'asile, ça qui passe par un bureau d'immigration spécialisé en matière de demande d'asile et devant le juge. Et maintenant, au cas où l'on fait une demande d'asile et qu'il y a par exemple des pièces qui manquent pour pouvoir étayer, pour pouvoir soutenir sa déclaration de demande d'asile, c'est quoi la procédure, ou alors si l'immigration juge que ce dossier il n'est pas assez solide pour étayer une demande d'asile, c'est quoi la procédure de la part du demandeur? Généralement, lorsque je commencerai par la dernière partie de votre question. Lorsque vous faites votre demande d'asile devant le bureau d'asile, si le bureau juge si le bureau juge qu'il ne peut pas vous accorder l'asile, ça peut être pour des raisons techniques. Il y a des fois, c'est purement technique. Hein. Peut-être que vous avez dépassé les 1 an et vous n'avez pas justifié pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant d'appliquer pour l'asile. Il ne vous refuse pas l'asile. Il vous renvoie chez un juge. On vous donne ce qu'on appelle un referral. Beaucoup de gens pensent que, c'est un refus. Ce n'est pas un refus, c'est une nouvelle occasion pour vous de présenter votre dossier devant un juge. Et si vous faites face à un juge et que le juge refuse votre demande d'asile, vous avez toujours un droit à l'appel. Vous pouvez faire un appel devant un board, c'est un ensemble de je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est un organe de contrôle des juges d'immigration qui revoit certaines irrégularités par rapport à la procédure. Et après que vous ayez fait cet appel, si vous avez des moyens d'appel, si le bureau, ce qu'on appelle le BIA, si le bureau refuse votre demande ou refuse de retourner le dossier chez le juge, vous pouvez toujours remonter l'affaire au bureau fédéral si vous avez un moyen. Donc, il y a beaucoup d'avenues pour que vous puissiez vous avez beaucoup d'opportunités de présenter votre cas. Par rapport aux évidences, la procédure d'asile, c'est une procédure qui est très généreuse. Alors, l'évaluation des évidences ou le genre, le type d'évidence que vous devez envoyer, c'est très large. Vous pouvez envoyer des déclarations, vous pouvez envoyer des rapports de médecins. Et je conseille fortement aux demandeurs d'asile de travailler avec des avocats d'immigration parce que avec l'expérience, on sait comment
comment vous aider à obtenir certaines évidences. Et voilà quoi, c'est mon conseil ou la réponse à votre question, c'est de travailler avec une personne expérimentée qui peut vous aider parce que les évidences, si vous voulez, les évidences ne doivent pas couvrir nécessairement tout votre cas. Il y a des choses que vous devez prouver et il y a certaines choses que vous pouvez expliquer. Alors, juste pour faire cette différence-là, vous devrez travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui connaît la loi et qui sait vous dire comment est-ce que vous pouvez prouver, par exemple, que vous avez subi des violences sexuelles. Comment est-ce que vous pouvez prouver, par exemple, la police de votre pays n'est pas apte de vous protéger. Donc, voilà. Et une question qui me revient à l'esprit assez rapidement. Si quelqu'un qui est arrivé, qui s'est installé dans l'État du Maryland, qui est demandeur d'asile, il a pour but de pouvoir, je veux dire, il envoie son dossier de demande d'asile étant dans l'État du Maryland et qu'après, vu que vous vous retrouvez du côté de New York, le demandeur d'asile veut aussi aller s'installer plutôt à New York pour essayer de vous suivre en espérant que vous puissiez être son conseil dans l'État de New York. C'est quoi le risque pour quelqu'un qui a fait une demande dans l'État du Maryland et qui finalement va s'installer dans l'État de New York et demande par exemple que son dossier puisse être transféré? Est-ce qu'il y a des risques en cela? Oui, il y a des risques. Mais déjà, je dois clarifier une chose. Je suis inscrite au barreau de New York, mais Ouais. je pratique ici dans le Maryland, Ah, tout simplement parce que le droit de l'immigration, c'est un droit fédéral. ah, Donc, un avocat régulièrement inscrit dans un barreau d'un État américain peut pratiquer la loi fédérale partout. Je suis limitée par rapport au... Par exemple, je ne pourrais pas vous aider dans une procédure de divorce ou dans une procédure de custody. OK. Ça, c'est une petite clarification. Donc, je travaille ici, j'ai des clients partout et généralement, les avocats d'immigration, on a cette flexibilité-là, on a des clients partout aux États-Unis. ah, Alors, je reviens à votre question. Je voudrais déjà clarifier que lorsque vous déménagez, lorsque vous changez d'adresse, la loi est que vous êtes immigré. Lorsqu'un immigré change d'adresse, la loi vous exige d'informer le bureau des migrants en dehors les 10 jours. Lorsque vous le faites, vous avez l'obligation de communiquer avec le bureau d'asile qui est en train d'étudier votre dossier. Donc, dans le cas du Maryland, votre bureau, c'est Arlington. Si vous déménagez pour New York, vous devez informer USCIS, qui est le bureau en charge des migrants, et le bureau d'asile d'Arlington, et leur demander de transférer votre dossier d'Arlington à New York. Les conséquences, vous pouvez avoir un problème avec les délais par rapport à votre éligibilité pour demander un permis de travail. Ça, c'est la première conséquence. Ça veut dire quoi? Avec la loi en vigueur maintenant, vous pouvez demander, vous êtes éligible à demander un permis de travail après 1 an, 365 jours. Lorsque vous faites un transfert de dossier, ce délai ou ce retard est considéré être un retard de votre faute et non pas de la faute de l'immigration. Alors, l'immigration a cette discrétion de pouvoir arrêter, je dirais, je vais utiliser une construction, pour pouvoir arrêter le temps pour vous. Donc, ça
dire euh, ne vous étonnez pas supplémentaire. Donc ça, c'est une conséquence. Une autre conséquence, c'est que ça dépend. Ça peut jouer à votre avantage ou à votre désavantage dans le sens où si le bureau de New York est en train d'étudier les cas plus rapidement, ce qui va se passer, c'est que lorsque votre cas est transféré, eh ben, peut-être que votre temps d'attente sera plus court et vice-versa. Donc, si vous transférez dans un bureau où le temps d'attente est très lent, vous allez attendre plus longtemps. Voilà. Il y a une question qui est d'actualité en ce moment en ce qui concerne la demande de permis de travail de la part des demandeurs d'asile. Il y a une loi qui avait été votée sous le précédent président Trump qui rajoutait un frais supplémentaire de 85 $ de frais de biométrie pour les demandeurs de permis de travail. Et paraît-il qu'il y a eu des organisations qui se sont battues pour cela, qui ont essayé de se lever. Et aujourd'hui, les gens, ils se retrouvent dans une sorte de back and forth, si on peut dire, avec le USCIS, le Bureau d'immigration. Au moment de faire la demande, ils envoient les 495 $, dont les 410 plus les 85 $. C'est rejeté, c'est accepté, c'est rejeté, ils renvoient. C'est quoi la situation exacte en ce moment en ce qui concerne les frais de renouvellement, parce que les frais de renouvellement du permis de travail pour les demandeurs d'asile? Voilà. Wow. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est vrai que c'est vraiment ces clients qui me contactent parce qu'il y a beaucoup de back and forth, ils rejettent les paquets, et ils ne savent pas, on ne sait pas combien il faut payer. Mais la réponse, c'est que lorsque, après que c'était une mesure administrative, ce n'était pas une loi votée par le Congrès. Donc, après que la mesure administrative a été prise au mois d'août, a été en vigueur au mois d'août, il y a eu, comme vous l'avez dit, il y a eu la Casa de Maryland et puis l'organisation ASAP qui ont entamé une procédure devant le tribunal fédéral de la région de Maryland et ils ont pu obtenir d'un juge d'enjoindre cette décision-là pour les membres de leur organisation. Alors, si vous êtes membre de CASA ou de ASAP, cette régulation, cette mesure administrative ne s'applique pas à vous. Ça veut dire que vous n'avez pas à payer les 85 $ de biometric et que lorsque vous faites votre demande initiale, vous n'avez pas à attendre un an. Vous pouvez la faire en 150 jours et vous n'avez pas à payer les biometrics. Maintenant, pour le reste des gens, ceux qui ne sont pas membres de la CASA, lorsqu'ils appliquent pour leur permis de travail, le premier permis, ils doivent payer 85 $ comme frais de biométrique. Et ils sont éligibles après un an de demande. Et lorsqu'ils font leur renouvellement, lorsqu'ils demandent un renouvellement, ils doivent payer 410 $ plus 85 $. Donc, ce sont les prix pour l'instant, as of aujourd'hui. Voilà quoi. On ne sait pas si ça va changer dans les prochains jours. D'accord. Donc là, vous venez de mentionner que pour le demandeur d'asile, il est éligible pour l'obtention d'un permis de travail après un an. Et qu'en est-il pour le réfugié qui arrive aux États-Unis? Est-ce qu'il doit attendre aussi un an avant d'appliquer pour son permis de travail?
Et avec ce qui suit, la green card, est-ce que c'est quoi la différence de procédure? Est-ce la même chose, le même temps d'attente entre un réfugié et un demandeur d'asile en ce qui concerne le permis de travail ou la carte verte, la résidence? Par rapport au permis de travail, le réfugié a déjà un statut de réfugié lorsqu'il arrive sur le territoire américain. Donc, il n'a pas de temps d'attente. Lorsqu'il arrive, il reçoit un cachet. La plupart des gens qui sont passés par les frontières, normalement par une frontière américaine, ils reçoivent ce qu'on appelle un INIFOR, qui est le permis de séjour. Oui, Alors, les réfugiés, lorsqu'ils arrivent, ils ont un permis de séjour qui montre qu'ils sont réfugiés. Ils peuvent utiliser ce permis de séjour pour prouver qu'ils ont le droit de travailler. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont aussi accompagnés dans une procédure de demande de work permit, de demande de permis de travail. Donc, eux, ils n'ont pas de temps d'attente comme les demandeurs d'asile. Tout simplement parce que eux, ils ont déjà un statut de réfugié. Les demandeurs d'asile ont un dossier en cours. Euh, la green card, les deux catégories sont soumises à une loi très similaire par rapport à la green card. Après un an, pour le réfugié, c'est donc après un an d'entrée sur le territoire américain. Pour le demandeur d'asile, c'est après un an d'obtention du statut d'exilé. Ils ont le droit de faire une demande de green card. ah, d'accord. Ah, Et ça intéressant. devient au même bureau. Et ils sont Oui. soumis à la même régulation. D'accord. Et du coup, après l'obtention de la green card, est-ce qu'on peut se dire, bon, j'ai déjà ma green card en main, je peux voyager, je peux aller hors des frontières américaines, c'est ça? Euh, non, meilleure chose à faire. Ouais. Ce n'est pas conseillé, bien que il y a beaucoup de gens qui s'aventurent à le faire. Vous pouvez quitter le territoire américain du moment où vous demandez une autorisation, un permis de voyager pour réfugiés. C'est comme un passeport qu'on vous donne en tant que réfugié. Est-ce que vous pouvez retourner à votre pays d'origine? Ce n'est pas une très bonne idée, pour la simple raison qu'en retournant à votre pays d'origine, euh, vous montrez ou vous prouvez que vous n'avez pas, vous ne craignez pas, vous n'avez pas besoin de la protection du gouvernement américain. Donc, oui, les réfugiés et les exilés, pas les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, même s'ils ont droit à un permis de voyager, c'est vraiment pas conseillé de sortir du territoire américain. Mais pour ceux qui ont déjà une green card, vous pouvez demander un voyager sans le permis de voyager. Le gouvernement américain a le droit de ne pas vous Vous laissez rentrer? laisser retourner sur le territoire américain. Ouais. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Donc, du coup, le demandeur d'asile qui a obtenu son permis de travail, qui a obtenu sa green card, est-ce qu'il a donc la possibilité de faire venir déjà sa famille? La résidence, la green card lui donne-t-elle la possibilité de regrouper sa famille autour de lui ou autour d'elle ou pas? Est-ce qu'il y a une procédure spéciale autour de ça ou quelque chose, ou une autre procédure, encore quelque chose de supplémentaire qu'il faut faire pour pouvoir avoir sa famille à côté? Euh, j'ai pas bien saisi la première partie de la question. Vous faites allusion Non, aux non, on exilés demande. ou Là, on fait allusion aux demandeurs d'asile qui ont attendu les un an, le demandeur d'asile qui a attendu les un an, qui est éligible pour son permis de travail et après le temps donné, après avoir obtenu son asile, la carte verte et tout. Est-ce qu'une fois la carte verte en main, ça veut dire qu'on a le feu vert pour faire venir sa famille rester au pays? oh, yes. Oui, oui. Le demandeur d'asile, comme le réfugié, il a 2 ans pour faire
une demande de regroupement familial sur base de son statut d'exilé. Il y a des exceptions. S'il peut prouver qu'il ne l'a pas fait, il y a toujours des exceptions. Et lorsqu'il devient porteur de carte verte, il a également deux avenues. Là, il a deux avenues. C'est soit s'il est toujours en dehors les 2 ans ou s'il a une bonne justification qui montre pourquoi il n'a pas fait ça en dehors les 2 ans, il peut toujours faire le regroupement familial sur base du statut d'asile qui est un peu plus rapide que l'autre option qui est celle de le faire sous base de porteur de carte verte, sous base du fait qu'il est résident américain. Donc, ces gens, ils ont, pendant un bon moment, pendant peut-être, je dirais, 1 an, parce qu'ils attendent 1 an pour avoir leur green card. S'ils ont eu cette green card et ils sont toujours en dehors les 2 ans, ils peuvent soit appliquer pour un regroupement familial sur base de leur statut d'asile ou soit le faire sur base du fait qu'ils sont détenteurs de carte verte. Merci pour ces éclaircissements, hein. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, vous êtes sur Prime Actu DMV. C'est la nouvelle émission qui ouvre la voie, qui ouvre le micro à tous les acteurs de la diaspora africaine au sud du continent et de sa diaspora vivant ici aux États-Unis et qui sont des acteurs majeurs de la vie quotidienne américaine. Et nous avons aujourd'hui comme invité Laetitia Bassondois, qui est super intéressante. Elle est avocate spécialisée dans les affaires d'immigration, admise au barreau de New York, exerçant dans l'État de Maryland. Elle est manager de bureau Casa Legal LLC, basé à Silver Spring dans l'État du Maryland. Et nous sommes en train de parler d'immigration. Là, on a parlé de réfugiés, on a parlé de demandeurs d'asile. Et on va parler d'une autre catégorie ou de 2 autres catégories qui sont sous le feu de projecteur en ce moment parce qu'il y a beaucoup de tractations au sein du Congrès, au sein du Sénat, parce que l'on pense qu'il serait possible de pouvoir leur ouvrir le chemin à la citoyenneté. Je veux parler des DACA et des TPS. On parle des DACA, les Dreamers, projet ou, je ne sais pas, régulation, je ne sais pas comment vous l'appelez en termes professionnels, initié sous le président Barack Obama, qui a été gelé par le président Trump et qui a été ramené à la vie par le président Biden. Et à la fin, on se pose la question, c'est quoi les Dreamers? Il y a beaucoup de tractations autour. C'est quoi un DACA? Oh, ok, merci beaucoup pour la question. Oui, c'est vrai que la question du DACA, la question du Dreamer a fait couler beaucoup d'encre. Et jusqu'à présent, il y a toujours ce débat. Alors, je vais essayer d'expliquer, je vais faire de mon mieux parce que c'est un peu complexe. Les Dreamers, comment on les appelle, ce sont les jeunes migrants qui sont pour la plupart arrivés aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs et qui n'ont pas de droit régulier au séjour et qui sont bloqués dans un système. La plupart d'entre eux n'ont pas d'avenue pour être régularisés. Alors, je pense bien en 2001, la première version du Dream Act qui a inspiré ce terme Dreamer a vu le jour. Et c'était une proposition de loi qui voulait trouver une solution à ce problème des jeunes migrants qui sont arrivés aux États-Unis pour la plupart sans autre choix et qui ne peuvent pas être régularisés. Alors, depuis l'année 2001 jusqu'à maintenant, si je ne m'abuse, il y a une dizaine de versions du Dream Act. Et en ce moment, il y en a
deux. Il y en a trois. Deux qui sont très similaires, alors on les considère comme une seule version. Et une autre qui sont en ce moment sous étude au Congrès américain. Et en 2012, le président Barack Obama, comme vous l'avez dit, il a décidé de régulariser une partie de ces jeunes migrants qui n'ont pas de papier. C'était fait sous son pouvoir administratif, c'était une décision administrative, ça n'a jamais été ça n'a jamais été l'objet d'une loi. Et sa décision administrative en tant que président a été arrêtée, suspendue par le président qui l'a remplacé, c'est le président Trump. Et en ce moment, il y a une autre suspension qui, cette fois, vient d'un tribunal d'un juge fédéral, ouais, qui a jugé que la proposition, la mesure administrative prise par le président Biden, qui a en fait ressuscité le DACA, il a jugé qu'elle était illégale. Donc, on est sorti le DACA, c'est une partie. C'est une mesure administrative qui a voulu répondre à la question que le DREAM Act est en train d'essayer de résoudre. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair, mais en résumé, le DACA, c'est une mesure administrative du président, tandis que le DREAM Act, c'est une proposition de loi qui est en train de passer par le Parlement, et le DREAM Act a plusieurs versions. Il y a beaucoup de sénateurs qui ont porté la loi, de parlementaires qui ont porté la loi à différents moments. Et maintenant, il y en a trois. Il y a trois porteurs de trois différentes sortes. Et Laetitia, là, je reviens sur un autre point qui est assez important, dont les téléspectateurs ils me reviennent tout le temps avec cette question. Quand on parle de DACA, il y a un mot qui ressort très souvent, on parle du Promise Act. Donc, c'est quoi le DREAM Act et c'est quoi le Promise Act? Le Promise Act, si je ne m'abuse, c'est la loi qui veut que la mesure du DACA soit cimentée en loi, que ça parte de mesures administratives qui peut être changées à chaque administration. Ça veut dire un président qui en veut va, comme maintenant le président Biden en veut, il peut bien laisser passer DACA, ou président Trump n'en veut pas, il arrête tout. So, ils veulent faire passer DACA d'une mesure administrative à une loi. Et cette fois, le président n'aura pas le pouvoir d'arrêter. C'est plus grand. Le DREAM Act englobe une plus grande population. En résumé, les deux visent à donner un statut régulier à ces mineurs ou à ces individus qui sont arrivés en tant que mineurs. Il leur donne une voie à la naturalisation. Parce que maintenant, même le DACA, c'est juste une autorisation, vous donne une autorisation de travailler aux États-Unis et aussi un droit à ne pas être renvoyé hors du territoire américain. Mais ils ne vous donnent pas un statut régulier. Donc, ils veulent maintenant changer ça. Et aujourd'hui, sur le même fond des projecteurs, il y a un autre grand groupe aussi, les TPS. D'un côté, on a les DACA, de l'autre, on a les TPS.
Temporary Protection Status. C'est quoi exactement ce truc? Et sans vouloir trop passer autour, est-ce qu'aujourd'hui, vu les informations actuelles, vu la tangente que prennent les débats au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat, est-ce que vous pensez que ces statuts demain pourraient être érigés en quelque chose de définitif, pouvant ouvrir la voie à une demande de citoyenneté américaine? Okay. Merci beaucoup. Le TPS, c'est également une mesure administrative. C'est le département, le ministère de l'Intérieur qui décide des pays qui doivent être désignés comme pays TPS et c'est juste sur base de la situation soit politique ou environnementale de ces pays. Ils décident que ces pays-là, alors ces citoyens sont protégés par les États-Unis, temporairement. En ce moment, il y a 3 pays africains TPS, le Soudan du Sud, le Soudan et la Somalie. Est-ce que TPS pourra donner la voix à la citoyenneté? Mon opinion personnelle, qui n'engage que moi, je ne pense ça sera très difficile. On a comme l'impression qu'on vous perd, on vous perd de temps à autre, Madame Bassondois. Bon, là c'est bon, on est revenu. Donc, vous étiez en train de parler des 3 pays, Là, des 3 pays africains qui ont le statut de TPS aux États-Unis. Quels sont-ils? Le Soudan du Sud, le Soudan et la Somalie. D'accord. Soudan du Sud, Soudan et Somalie. Oui. Et dernièrement, au vu des dernières tractations auprès de certaines organisations ici qui font du lobbying auprès des autorités américaines, qui continuent à faire du lobbying auprès des autorités américaines pour que l'on puisse attribuer aussi le statut de TPS aux ressortissants camerounais au vu de la crise anglophone qui sévit dans la partie du nord-ouest et du sud-est du Cameroun depuis 2016. Est-ce que vous avez des informations actualisées autour des tractations qui sont faites en ce moment auprès des autorités? Oui, j'essaie de suivre les débats. Aux dernières nouvelles, le parlementaire Lofgren, je pense, a réouvert le débat auprès du parti démocrate. Il est le président de la Chambre sur l'immigration au Parlement. Donc, en ce moment, la question d'actualité, là, je parle d'une information qui date du 30 juillet. Ce que je demanderais aux militants des droits de l'homme, à ceux qui sont touchés par ce qui se passe au Cameroun, si vous voulez aider, vous pouvez écrire à votre représentant et lui demander de faire pression parce que le TPS, c'est pas une décision qui vient du Congrès, c'est une décision que le gouvernement doit prendre. C'est une mesure administrative. D'accord. Il y a tellement de groupes. En ce qui concerne les immigrations, on a tellement de questions à vous poser aujourd'hui. On en a une panoplie. Il nous faudra peut-être 3 ou 4 programmes de la sorte pour que vous puissiez répondre à toutes nos questions. Mais on va essayer de les poser au maximum pour que vous puissiez donner un peu plus d'éclaircissement à tous les téléspectateurs de l'émission Prime Actu DMV. Il y a aussi une autre catégorie dont on parle beaucoup ces derniers temps,
On me parle de visa U. C'est quoi le visa U et quels sont les critères d'éligibilité de cette catégorie? Je vais essayer d'être un peu bref. Oui. Les visas U, ce sont les visas, c'est un bénéfice qu'on accorde aux victimes de crimes qui sont sur les territoires américains. C'est un visa non immigrant, un visa non migrant. Et pour être éligible pour un visa U, il faut avoir été victime d'un crime. Il y a une catégorie de crimes définie par la loi. Il faut que le crime ait eu lieu sur le territoire américain. Il faut que vous soyez, que vous ayez des informations au sujet du crime. Il faut que vous travaillez avec la police pendant les investigations. Oui. Et la police doit certifier que vous êtes disponible ou que vous avez travaillé avec elle. Donc, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont joué à la loterie américaine pour l'obtention de la green card et qui, sous le président Trump, n'ont pas pu voyager pour les États-Unis parce que c'était plus ou moins gelé. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des positions où ils ont été des grands gagnants de cette loterie et qui n'ont pas pu finalement rentrer sur le territoire américain. Est-ce qu'il y a une procédure, quelque chose qu'ils peuvent faire qui puisse les aider finalement à se relocaliser aux États-Unis? Oui, oui. Au début de son mandat, au début de l'année, le président Biden a pris certaines mesures pour pouvoir étendre leur, leur droit à faire leur demande de visa et leur droit à entrer sur le territoire américain. Donc, je conseillerais à toute personne qui s'est retrouvée dans cette position de contacter un avocat de l'immigration. Bien sûr, c'est un cas par cas. Ça a toujours été un cas par cas avec l'immigration. Mais il y a eu 2 décisions qui ont été prises par le gouvernement Biden au mois de février, je crois janvier ou février. Et voilà quoi. Ils doivent contacter des avocats ici et puis essayer de débloquer la situation. Il y en a beaucoup qui sont rentrés récemment. Ah, d'accord. Bonne nouvelle alors. Vous allez remarquer que on fait beaucoup allusion à l'administration précédente, mais c'est tout simplement parce que durant cette administration, la question de l'immigration était une question centrale pour l'administration. On a souvent eu maille à partir entre la Maison Blanche, le président Trump, et certains gouverneurs de certains États ou alors les responsables de certains comtés, de certaines villes. Et il y avait cette expression qui revenait incessamment dans les médias, les villes sanctuaires. Donc, est-ce que c'est des villes qui ont une juridiction spéciale en ce qui concerne la protection des immigrés? Est-ce que dans le comté de Montgomery, où on se trouve en ce moment, c'est un comté sanctuaire ou existe-t-il des villes sanctuaires dans le Montgomery County? Oh, 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 merci. Ce sont des villes qui ont décidé de limiter, ce sont des villes qui ont décidé de limiter leur coopération avec le gouvernement fédéral. Donc, pour comprendre la réalité des villes sanctuaires, il faut comprendre le, l'attribution des pouvoirs dans le système américain. Donc, chaque comté, chaque ville a une certaine indépendance. Le gouvernement fédéral a des compétences, mais ils ont besoin d'aide des États pour qu'ils puissent travailler, en bref. Alors, il y a certaines villes, il y a certains states même où ils limitent la coopération entre les agents de l'ordre fédéral. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une ville sanctuaire peut décider
de ne pas, reporter les citoyens qui sont ce qu'on appelle les low priority, donc leurs résidents, pardon, pas les citoyens, les résidents de leur ville qui ne sont pas une priorité, donc ce ne sont pas des criminels de grand chemin. Donc, ils peuvent décider qu'ils ne vont pas les reporter à la police d'immigration. Et ce qui se passe, si vous avez par exemple un ticket, vous devez aller au tribunal, vous n'avez pas une crainte d'être emmené devant ICE. Et Montgomery, c'est ce qu'on peut appeler un comté sanctuaire. Elle a été une ville sanctuaire pendant longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et aujourd'hui, l'immigré résident du Montgomery County, qui n'est pas encore régularisé auprès des services d'immigration et qui est dans une cité sanctuaire, on sait que la police d'immigration ICE souvent fait des raids, organise des raids, fait des débarquements dans certaines zones, sans même souvent aviser les autorités locales. Si aujourd'hui, un immigré, il est à la maison et qu'il y a la police d'immigration qui rentre chez lui et qui l'embarque, c'est quoi l'alternative? C'est quoi la mesure à suivre de la part de la famille ou des proches ou des personnes qui l'ont connu, si ces personnes veulent essayer une certaine manœuvre afin de le plus ou moins retarder l'horloge ou bien de sauver des griffes de ICE? Déjà, vous devrez contacter un avocat. Ça, c'est la première chose à faire. Et si vous avez des membres de famille qui n'ont pas les documents nécessaires, demandez en hospital. C'est vrai que c'est déjà difficile de trouver son client. Il y a des fois, on passe des heures à essayer de savoir où est-ce que le client est détenu. Donc, la première chose, contactez un avocat. La deuxième chose, c'est que ne mentez pas aux autorités, ne racontez pas des mensonges. Vous avez le droit au silence. Ça, c'est un droit qu'on vous refusera jamais. Ouais. Vous avez le droit. Une chose, ne remettez jamais des documents frauduleux. Des deux côtés, les membres de famille ou les personnes concernées. Si vous avez des documents que vous avez obtenus par la fraude, ne les présentez pas comme preuve parce que ça sera utilisé contre vous. D'accord, c'était un plaisir immense. Laetitia Awasondoa, avocate admise auprès du barreau de New York, exerçant dans la ville de Silver Spring, dans l'État du Maryland. C'était un plaisir énorme pour l'équipe de Prime Actu DMV de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, sur les antennes et pouvoir discuter d'immigration. Aujourd'hui, tout simplement, c'est quoi votre mot de fin? Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi de servir ma communauté. Mon mot de fin, c'est de demander aux membres de la communauté de ne pas hésiter à contacter des avocats. C'est vrai que vous avez l'impression qu'on coûte cher, mais ça vous coûtera plus cher d'essayer de travailler avec les notarios qui sont dehors, qui se font apprentis sorciers. Donc, contactez les avocats. Il y a des avocats gratuits. Cherchez en ligne. Rassurez-vous que vous travaillez avec une personne qui est régulièrement inscrite dans un barreau ou reconnue par le ministère de la Justice. Donc, c'est ça mon mot de la fin. C'est à encourager mes frères et sœurs à chercher de l'aide professionnelle. En espérant que nous vous aurons une fois de plus, peut-être, dans les prochains jours sur ce plateau pour pouvoir parler immigration parce que il y a énormément de questions et c'est un sujet qui bouge énormément. En espérant vous recevoir une fois de plus sur nos antennes. Merci. Merci beaucoup, maître. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi, ce soir.
pour parler migration. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, cette page de Prime Actu DMV se termine. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à la prochaine. Au revoir.